Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver également Frédéric. Mais moi aussi Ludovic, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien ma foi, je crois qu'aujourd'hui on va aller dans le dur, dans de la pierre en quelque sorte. Eh oui, parce qu'on reçoit un architecte à l'occasion de ses 30 ans de création. Si vous êtes genevois, citons la Fondation Bodmer à Colonie. Si vous êtes vaudois, on pourrait parler du Genolier Innovation Hub. Et Ludovic, si vous avez été à Dubaï, il y a la Swiss International School aussi. C'est encore une de ses œuvres. Originaire d'Italie, notre invité célèbre ses 30 ans dans un livre qui sort ce mois de mai. L'occasion de le recevoir dans B2B parce que son cabinet d'architecte Archilab, c'est aussi une PME. Nous recevons donc aujourd'hui Gabriele Rossi, le fondateur du cabinet d'architecture et d'urbanisme Archilab. Gabriele Rossi, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Est-ce que je prononce bien votre nom? Parfait, impeccable, sans accent à la fin. Rossi ou Gabriele. En tout cas, on est ravis également de vous recevoir, notamment, comme le disait Frédéric à l'instant, pour parler un peu de la sortie de ce livre, Dialogue avec l'espace et le temps. Vous êtes donc un architecte, ça on l'a dit. Votre travail, ça consiste à jouer avec l'espace et avec le temps. C'est un peu comme ça que vous pourriez résumer la mission d'un architecte? C'est en tout cas comment je vois mon métier d'architecte. Je trouve que un bon projet d'architecture doit être un travail très approfondi sur la notion de l'espace, la notion du temps. Et je dirais même il y a encore deux autres éléments qui s'ajoutent à ça. C'est le programme du client et le client lui-même. Donc je dirais il y a quatre piliers fondamentaux pour faire un bon projet. Et je pense qu'il n'y a pas un bon projet s'il n'y en a pas une bonne analyse de ces quatre éléments. Pour vous, à titre privé, après plus de 30 ans de carrière, vous avez donc choisi de réaliser ce livre. C'était quoi l'idée? De laisser un témoignage de votre travail? De laisser un message? Dans l'espace et dans le temps? Dans l'espace et dans le temps. On espère dans le temps surtout. Oui, écoutez, c'est pas le premier livre qu'on édite, c'est le quatrième livre qu'on édite avec la maison Infolio. Les trois premiers, c'était... le premier surtout, c'était les premières 10-15 ans du travail du bureau. Le deuxième et le troisième, c'était des monographies sur des objets qui étaient un travail sur le palimpseste. C'est un travail que je trouve assez intéressant parce que le travail d'architecte qu'on a fait sur ces deux objets qui ont fait l'objet de ces livres, c'est le travail sur quelque chose que d'autres architectes avaient déjà réalisé et comment nous, on est intervenu sur un langage architectural qui préexistait. Et puis maintenant, le quatrième livre, c'est un peu le point que j'avais envie de faire après 30 et plus années de travail et laisser un témoignage d'un travail d'une équipe, parce que bien évidemment, je ne suis pas seul, une trentaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on a une 60aine de projets en cours, mais je voulais quand même marquer le moment et puis expliquer ce qu'on a fait et essayer de transmettre un message dans le temps que j'espère puisse durer et persister même dans le temps après moi. Alors on va essayer d'avoir davantage de connaître qui vous êtes vous. Vous êtes né à Milan en 1960, on peut l'entendre à votre très bel accent. Ce qui n'est pas rien de naître à Milan dans ces années-là, puisque c'est une période, une décennie où Milan a explosé d'un point de vue économique. Quelle influence, quelle empreinte cela a-t-il laissé dans votre caractère d'avoir grandi dans cet environnement qui était certainement très effervescent? Je pense d'avoir vécu en Italie, avoir fait toutes mes études au départ, en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans, j'ai vécu en Italie. C'est un élément fondamental dans la formation d'un architecte, parce que je pense que s'il y a un pays où il y a des traces de l'architecture importantes et historiques, c'est bien l'Italie. Et d'ailleurs, pendant ma période où j'enseignais à l'école polytechnique dans la chaire d'urbanisme, un seul conseil que je donnais, ou le conseil le plus important que je donnais à mes étudiants, c'était de dire allez voyager en Italie, prenez un calepin et commencez à dessiner ce que vous voyez. Plus que la Grèce. La Grèce a influencé énormément, bien sûr, l'architecture de la Renaissance et le baroque aussi, mais de pouvoir redessiner un bâtiment, je dirais de Palladio ou de Borromini ou de Brunelleschi, de pouvoir le redessiner,
c'est la meilleure leçon d'architecture qu'on puisse avoir. L'architecture grecque est extraordinaire, mais elle n'a pas toute la complexité qu'on retrouve dans l'architecture de la Renaissance. Et moi-même, je dois dire, c'était une formation pour moi incroyable. D'abord visuelle, parce que en vivant dans ces lieux, on est imprégné par cette culture. Mais après, avec ma passion qui était celle de dessiner, j'ai redessiné un peu tous les bâtiments classiques que je voyais dans les villes dans lesquelles j'ai vécu, Milan, Rome et Florence. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans ces trois villes. Votre passion du dessin, est-ce qu'elle vous a été transmise par votre père? Dans les biographies qu'on voit de vous, il est simplement écrit que votre père était dirigeant d'entreprise à Milan. C'était dans quel domaine? Et puis, est-ce que ça a été une influence pour vous? Ah non, alors j'étais un peu la bête noire de la famille, je dirais. J'ai toujours dessiné et mon père qui était banquier, il me regardait avec beaucoup de soucis. Qu'est-ce que je vais faire avec ce fils? et il voulait que je rentre dans le créneau de la carrière financière. Alors, échec total, mais qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Une certaine rigueur dans la vie, ça c'est quand même important. Une certaine rigueur, une certaine ambition et une certaine volonté d'arriver à des objectifs. Ça, c'est quand même une grande leçon que je dois reconnaître à mon père. Ouais. Votre maman, quant à elle, elle était enseignante. Oui. Ça vous a fait vivre avec beaucoup d'enfants autour de vous? Aussi, oui, aussi. Mais c'était surtout quand elle était plus jeune, après avec la naissance de 3 enfants. Elle a dû un peu laisser tomber son activité professionnelle. Et s'occuper donc des enfants à la maison. Voilà. Au début des années 80, 80, vous êtes parti pour la Grande Pomme, New York, c'est bien ça? Exact, oui. Vous connaissiez déjà? Vous étiez déjà allé? Qu'est-ce qui vous a... Comment ça s'est passé le départ pour New York? J'ai toujours une grande admiration pour les États-Unis et pour New York principalement. C'est pour moi vraiment la ville plus représentative au niveau urbanistique, architectural qu'on puisse imaginer. Et j'avais très envie d'y vivre et faire mes études. Et j'ai eu la chance de pouvoir être accepté à Columbia University, où je fais un master en architecture et en urbanisme. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans le cabinet du directeur du programme dans lequel j'étais à l'école Columbia, qui était un architecte qui avait gagné le concours de Battery Park City. Vous savez, c'est tout ce landfill qui se trouvait devant les Twin Towers. Ouais. Et là, comme il avait décroché ce mandat, il avait besoin de jeunes architectes pour travailler sur ce projet. Et il m'a embauché. J'ai travaillé quelques années dans son cabinet. Vous en gardez quoi comme souvenir? Une expérience extraordinaire, une stimulation fantastique pour un jeune architecte de 26 ans, 27 ans, pouvoir travailler sur des gratte-ciel, sur des bâtiments incroyables. Et parmi les autres clients qu'on a eus, on travaillait même pour Trump. On a travaillé sur un projet qui s'appelait Donald Trump. Donald Trump, oui. Pas le père. Non, c'est Donald Trump à L'actuel l'époque. président. À l'époque, il avait une quarantaine d'années, donc il a toujours 15 ans de plus que moi. Donc, facile à calculer. Mais oui, on travaillait sur un projet qui était le Trump City, qui était le développement d'une ville à l'intérieur de Manhattan. Donc voilà, c'était des expériences assez extraordinaires. J'ai travaillé aussi avec les grands architectes comme Richard Meyer, Frampton et Stern, Bob Stern. C'était assez des grands noms de l'architecture. Oui. Finalement, il a tourné vers le Trump Country, je crois. Est-ce que, c'est peut-être une influence cinématographique ou mon goût du cinéma, il y avait une diaspora italienne très présente à cette époque-là aux États-Unis? Vous avez été en lien avec beaucoup d'Italiens? Non, finalement, pas tellement, parce que j'étais plutôt d'abord dans le domaine académique de l'université de Columbia. Columbia, c'est situé à Harlem, donc c'est le nord de Manhattan. La communauté italienne était Little Italy, c'est plutôt dans le sud de Manhattan, donc il n'y avait pas beaucoup de relations avec la communauté italienne. Puis finalement, le retour sur l'Europe et la Suisse, comment ça s'est passé? C'est qu'après toutes ces années aux États-Unis, j'avais envie de rentrer en Europe. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition de travail par l'École Polytechnique qui m'a mis à disposition un poste d'assistant d'abord dans la chaire d'urbanisme. Et je trouvais ça, c'était une occasion extraordinaire pour rentrer en Europe.
Et j'ai commencé comme ça, en enseignant à l'école polytechnique. Et parallèlement, j'ai ouvert mon cabinet, j'avais quelques petits mandats. Et petit à petit, l'activité professionnelle est devenue plus importante de l'activité académique. C'était planifié? Vous pensiez devenir vraiment un architecte établi ou... Non, je dois dire, c'était toujours un peu le concours de circonstances qui font qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Mais bien sûr, on a envie de progresser et après, c'est les circonstances, la chance aussi qui fait que les choses s'alignent et puis ils vont dans la bonne direction. Pour terminer, un petit mot sur l'écologie et votre sensibilité personnelle avec cette thématique. Vous avez vous-même 3 enfants, si je ne m'abuse. Exact. Oui. Comme vous l'avez dit au début, effectivement, vous êtes soucieux du legs de votre travail. Et puis l'architecture, ça laisse une pierre. Donc c'est un témoignage fort du temps passé. Est-ce que vous êtes vous-même soucieux ou intéressé par les questions écologiques? Est-ce que vous laissez un message en particulier à vos clients? C'est très important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas s'en occuper. On a une responsabilité, comme je disais tout à l'heure, morale. Quand on intervient en construisant, on a une responsabilité envers nos utilisateurs, mais pas seulement, mais même les gens qui vivent tout autour de ce bâtiment. On doit être respectueux de l'environnement en essayant de construire de la manière la plus correcte et cohérente. Aujourd'hui, on développe de nouvelles technologies. On travaille énormément maintenant avec des systèmes qui nous permettent d'avoir une réduction de consommation de CO2 assez importante. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure le projet de Dubaï, le Swiss International School of Dubai. C'était le premier bâtiment avec le label Minergie qu'on a fait au Moyen-Orient. Donc, vous imaginez une école pour 2500 étudiants qui n'a pas de climatisation. En 2013, c'était... Oui, c'était déjà assez pionnier et il n'y avait pas d'autres bâtiments. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont respecté ce label Minergie. Donc, c'est un souci constant qu'on doit avoir et de plus en plus. De la sobriété puis de l'avenir, on va continuer d'en parler avec le portrait dédié à l'entreprise. Gabriel Rossi, vous faites partie des architectes qui ont marqué la Suisse romande, on peut le dire factuellement, parce que votre bureau Archilab, basé à Puy, revendique plus de 500 projets réalisés dans la région. On a évoqué un siège d'une multinationale, il y a aussi des musées, de nombreux logements et des projets actuellement en cours à Lausanne, Rolle ou encore Vevey. On va revenir à la question du logement tout à l'heure, un point très sensible en ce moment en Suisse, puisque tout le pays est frappé par la pénurie. Mais commençons par Archilab, un peu un portrait de votre bureau, et pour comprendre le fonctionnement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une trentaine de collaborateurs qui travaillent sur plusieurs dizaines de projets en même temps. Comment ça fonctionne ? C'est déjà le nom que j'ai donné au bureau depuis sa création, Archilab. Il voulait être un laboratoire de l'architecture. Un laboratoire entendu un peu comme les laboratoires des artistes de la Renaissance. C'était des lieux de rencontre où les gens dans la création ils se retrouvent pour développer quelque chose de particulier. Et ça a toujours été un peu un principe dans mon travail que je puis transmettre à mes collaborateurs de toujours être dans la recherche de quelque chose, dans le développement de quelque chose, dans l'innovation. Et on a eu un parcours assez atypique dans le bureau et une production assez atypique. Atypique pourquoi ? Atypique parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un peu la production architecturale qui existe dans la région. Je vais être un peu dur envers mes confrères, mais je trouve que c'est assez banalisé. L'architecture, c'est un peu banalisé, c'est un peu homogénéisé, pour pas dire soviétisé à certains points. C'est violent comme remarque. Vous allez dans une bibliothèque, dans une librairie aujourd'hui, vous ouvrez des livres des architectes qui ont travaillé ces dernières années, vous passez d'un livre à l'autre, vous ne voyez pas de différence. Personnellement, je trouve qu'il y a une homogénéisation de l'architecture qui est assez flagrante, frappante, et ça a toujours été quelque chose que je me suis battu dans mon bureau, de développer quelque chose d'original, quelque chose qui sort un peu des parcours communs. Bien sûr, en s'exposant à la critique, parce que ça, quand on sort un peu du créneau, quand on sort un peu du cadre, on s'expose beaucoup à la critique, mais je l'accepte toujours avec beaucoup d'intérêt parce que c'est ça qui nous fait évoluer.
La faute est-elle peut-être au client de ne pas vouloir d'excentricité? Peut-être aussi, mais je pense qu'il y a aussi une culture, une éducation dans ce sens, et les architectes qui sortent des universités suisses, ils sont tous un peu formatés, et peut-être il y a une certaine homogénéisation de ce qui est acceptable et accepté. Nous, on a toujours eu une envie de faire différemment. Revenons à Archilab. J'aimerais en comprendre les piliers économiques parce que vous évoquez plusieurs projets qui sont en cours, mais une fois que le projet est fini, voilà, il faut passer à autre chose. Il faut conquérir un nouveau marché. Le marché, on l'imagine, est assez compétitif quand il faut enchaîner les concours. Comment est-ce que vous organisez pour maintenir un flux de projets toujours en cours? Ça, c'est la bonne question. Comment tenir toujours un certain apport constant de nouveaux mandats qui permettent de faire vivre le bureau. Tout en gardant du temps pour faire exécuter ceux qui ont été gagnés. Exactement. Alors, les concours, c'est une piste, mais ce n'est pas la piste qu'on a privilégiée. On fait des concours, on a gagné quelques-uns, bien sûr, mais c'est surtout la clientèle privée qui nous fait vivre. Je dirais 80% des projets, 70% des projets viennent de la clientèle privée. Qu'est-ce que vous appelez la clientèle privée? La famille Aponte? Ça peut être des familles comme celles que vous venez de citer, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des industriels. Que vous connaissez bien on aussi. On évoquait le Genolier Innovation Hub, par exemple. Comme par exemple Genolier, dont voilà, la GFI aussi dans le même groupe, mais c'est... C'est pareil, mais c'est bien le même propriétaire, Antoine Hubert, absolument, on peut le nommer pour ce geste architectural fort. Mais voilà, comment est-ce que vous... Parce que ces salariés, il faut les payer, et puis il faudra chercher de nouveaux concours. Il y a une recette ou il y a une leçon que vous avez apprise pendant ces 30 et plus années à créer votre cabinet d'architecte? Je pense que c'est un peu comme vous, journaliste. Il faut savoir parler aux gens et s'adapter à la culture et à l'éducation de notre interlocuteur. Parce que chaque personne désire avoir en face de lui quelqu'un qui sait répondre à ses exigences et savoir parler avec le même langage. Je pense que dans votre métier, c'est un peu la même chose. Vous devez vous adapter à la personne que vous avez en face. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a toujours eu l'équilibre financier chez Archilab, ou il y a eu des années plus difficiles que d'autres? Écoutez, j'ai jamais mis, comme on dit en français, la charrue devant le bœuf. Donc, j'ai toujours essayé d'avancer à fur et à mesure. Donc, si j'avais des mandats qui arrivaient, je pouvais engager du monde. On était une quinzaine, encore il y a une quinzaine d'années, une vingtaine il y a une dizaine d'années. Donc, petit à petit, le bureau a grandi par rapport aux mandats qui arrivaient. Bien évidemment, je n'engage pas de nouveaux collaborateurs si je n'ai pas de travail à lui donner, vice-versa. Si un jour on doit réduire la voilure, on sera obligé aussi de réduire le nombre de personnes dans le bureau, mais ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Tant mieux pour vous. Comment vous vous projetez dans peut-être pas les 30 prochaines années, c'est dans longtemps, mais peut-être dans les 5 ou 10 ans qui viennent? Vous souhaitez encore développer et recruter, ou comment ça se présente? J'essaie de stabiliser surtout, et travailler dans la durabilité. J'ai 65 ans, donc forcément, je ne peux pas rester là encore 30-40 ans à travailler. J'ai envie encore de travailler, mais j'ai envie aussi que l'équipe qui est derrière moi, puisse reprendre un peu le flambeau et puisse continuer à faire perdurer le nom d'Archilab, même si, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi, j'aurais plus l'énergie à mettre dedans que l'énergie que j'ai aujourd'hui. Et avez-vous commencé ce processus de transmission? Oui, alors il y a une équipe au sein du bureau Archilab qui a déjà été un peu présélectionnée, qui pourrait et qui devrait reprendre petit à petit, c'est le cas déjà maintenant, petit à petit, ils sont en train de reprendre un peu une certaine place pour pouvoir, à long terme ou moyen terme, pouvoir reprendre le bureau. Reprendre l'entreprise. Je l'évoquais en début de cette deuxième partie, la crise du logement est assez élevée en Suisse en général, en Suisse romande en particulier.
voilà, on a un architecte devant nous, donc on aurait envie de savoir, pour vous, d'où vient cette crise. On constate qu'on construit très très peu par rapport à Eh oui. l'augmentation de la population. Mais comment est-ce qu'on pourrait construire davantage? Quelles seraient vos recettes, hein? Commencer à réduire un peu les difficultés qu'on nous met pour obtenir des autorisations. Par Parce que exemple, hein. aujourd'hui, on a une espèce de dictature donnée par certains paramètres qui ne répondent pas, à mon avis, à une vision globale de la nécessité de l'architecture ou de la construction. On a une pléthore de blocages qui viennent des fois par un excès de volonté de protection, déjà. Protéger qui? Protection du bâti, Mhm. exagérée à mon avis. On ne peut pas bloquer l'évolution d'une ville, on ne peut pas bloquer, arrêter l'évolution urbaine en voulant figer à tout prix certains quartiers, certains bâtiments. Alors c'est important, bien sûr, la conservation de certains bâtiments qui ont une valeur historique, c'est fondamental, ça je suis le premier à le dire, mais de bloquer, de figer tout, c'est très contraignant. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont bloqués parce qu'il y a une volonté excessive de protection. Et aussi, pas seulement pour le construire, mais je dirais même pour certains aspects je dirais, plus naturel, le végétal, ça devient presque excessif. Des fois, un arbre d'aucune importance devient un blocage pour la construction d'un bâtiment. Quand on peut très bien s'imaginer des compensations écologiques qui vont au-delà de la parcelle sur laquelle on intervient. Donc, des fois, on se bloque trop sur des réalités qui sont très conscrites, plutôt que regarder d'une manière beaucoup plus large et puis se dire, écoute, OK, on peut construire à certains endroits et on peut compenser ailleurs, peut-être en travaillant un peu plus avec des biotopes dans la nature, dans la forêt, plutôt que se concentrer sur cette petite parcelle sur laquelle on est en train d'intervenir. Vous avez fait en partie vos armes aux États-Unis, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes un partisan de la verticalisation des villes, augmenter la hauteur des buildings? Oui. Faire en sorte à ce que les villes se densifient de cette manière-là? Oui, j'ai toujours été, depuis que je suis rentré des États-Unis, j'ai toujours essayé de faire passer ce message de la densification en verticale. Et quand je suis arrivé ici à 35 ans, c'était pas très bien accepté. Je vois que maintenant, on est en train de faire un progrès, on est en train de faire des gros progrès dans cette voie, où la densification verticale est en train de prendre de la force en Suisse. Et je pense, pour moi, c'est la meilleure solution, parce que ça permet une économie de terrain, déjà, parce qu'on peut mettre beaucoup de monde sur une petite superficie. On peut garder beaucoup d'espace libre si on concentre et on développe dans la verticalité. Mais bien évidemment, il faut trouver les endroits qui sont les plus appropriés pour pouvoir positionner cette typologie de bâtiments, mais je pense que c'est la bonne réponse. Vous pensez qu'il y a un potentiel en Suisse romande, on pourrait davantage avoir de constructions, peut-être pas aussi hautes que celles de New York, mais... Absolument, mais il y a absolument la possibilité et la nécessité, je dirais, pour régler tout ce type de problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, qui vont la réponse au logement. Et il n'y a pas d'autre possibilité que le développement en verticalité qui nous permet de concentrer les activités aussi dans une zone restreinte, donc avoir de l'activité en centre-ville. Pour limiter les déplacements. Oui. Éviter les déplacements, et la verticalité répond à beaucoup de cette question. Vous avez un très haut projet dans les cartons en ce moment? On a des projets de tours, c'est vrai, oui. Est-ce qu'ils vont se réaliser? On ne sait pas encore, mais on espère. Sur un endroit, une piste? Ça, on ne peut pas le dire encore. Et puis justement, pour terminer par ce sujet, il reste quand même profondément ancré dans une grande partie de la population le rêve d'avoir une villa, d'avoir un petit jardin autour. Et ça... Est-ce qu'on peut changer cette mentalité-là ou faire voir que l'avenir peut être vu autrement? Oui, si on pouvait construire des immeubles de qualité, on pourrait remplacer le rêve de la villa par d'autres choses. Et je suis profondément convaincu qu'on pourrait créer des appartements dans des immeubles, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, avec des qualités qui sont équivalentes ou voire supérieures à ce qui pourrait être le mythe ou le désir de la villa individuelle, qui est sûrement
urbanistiquement pas la meilleure solution. On ne peut pas s'imaginer de continuer à construire des villas à l'infini. C'est un gaspillage de surface et de territoire qui est énorme. Donc la verticalité pourrait être une des réponses en faisant aussi des appartements de qualité à l'intérieur de cette nouvelle construction. Merci Gabriel Rossi. Avant de retourner direction le chalet, je vous propose de passer à l'exercice du questionnaire de Proust. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. À la semaine prochaine. À bientôt. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? Est-ce que je pourrais être moi-même, disons, plus jeune? Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? J'aime voir chaque jour comme une œuvre d'art. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis? L'intelligence. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? Travailler, travailler, travailler.